Antoine Dubois était à 3 semaines de tout perdre. Un procès pour une fraude qu'il n'avait pas commise. Aucun espoir, aucune issue. Jusqu'à ce qu'un après-midi pluvieux, il sauve une inconnue d'un accident mortel. Il n'a pas demandé son nom. Il n'a voulu aucune récompense. Il a simplement continué son chemin. Mais lorsqu'il est entré au tribunal le jour du jugement, il s'est figé. La juge qui allait décider de son sort, c'était elle, la femme qu'il avait sauvée. Et à cet instant, tout a basculé. 3 semaines plus tôt, Antoine sortait du bureau de son avocat. La conversation avait été brutale. « Les chances sont infimes », avait-il entendu. « La juge est inflexible. » La pluie tombait à verse. Il marchait sur le trottoir, les mains dans les poches, le regard vide. Soudain, des cris. Une femme a trébuché dans les escaliers du métro. Son corps a basculé vers les voies. Antoine n'a même pas réfléchi. Il a lâché sa mallette, a sauté. Lui a attrapé le bras à la dernière seconde. Le train est passé à quelques centimètres. Il a ramené la femme sur le quai. Elle tremblait, haletante, les yeux écarquillés. « Merci, merci !» Sa voix était brisée. Antoine l'aida à se relever, ramassa le sac qui était tombé. « Ça va ?» Elle fit signe que oui, toujours en état de choc. Il lui rendit le sac et continua sa route, sans un nom, sans un numéro, juste un geste. Elle resta immobile, le regardant disparaître dans la foule, et grava ce visage dans sa mémoire. Antoine Dubois n'était pas un criminel, c'était un homme qui avait tout construit à partir de rien. À 25 ans, il avait ouvert une société de conseil en technologie avec Julien Bernard, son meilleur ami depuis l'université. Ensemble, ils avaient grandi. Gros contrat, réputation solide. Antoine gérait les opérations, Julien les finances. Une confiance aveugle. Du moins, c'est ce qu'Antoine croyait. 2 ans plus tôt, tout s'est effondré. Un audit interne révéla des détournements, des millions, des documents falsifiés avec la signature d'Antoine, des comptes offshore à son nom. Il ne comprenait pas, il n'avait rien fait de tout cela, mais les preuves étaient là. Julien témoigna contre lui. « J'ai tenté de le freiner, mais Antoine n'écoutait pas », dit-il aux enquêteurs. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Le procès commença. Antoine engagea des avocats, dépensa toutes ses économies, vendit sa voiture, hypothéqua son appartement. Mais les témoins que Julien avait achetés étaient convaincants, et les documents semblaient réels, trop parfaits. Antoine savait qu'on lui avait tendu un piège, mais le prouver était impossible. Sa femme, Chloé, tint 6 mois. Les appels des journalistes, les regards des voisins, le compte en banque gelé. « Je n'en peux plus, Antoine », dit-elle un soir. « Léa a besoin de stabilité. » Elle prit leur fille et partit chez sa mère. La demande de divorce arriva 3 semaines plus tard. Il ne contesta même pas, il n'en avait pas la force. Désormais, Antoine vivait seul dans un appartement loué, petit, murs blancs et vide, une table couverte de papiers du procès. Il se réveillait à 3 heures du matin, révisant les documents, cherchant quelque chose que les avocats auraient manqué. Rien. Les nuits étaient longues, silencieuses, lourdes. Au bureau de l'avocat, la nouvelle fut directe. La juge en charge du dossier est Hélène Mercier, stricte, implacable. Si elle ne voit pas de preuves concrètes de votre innocence, Antoine, vous serez condamné. 5 ans de prison. Perdre la garde de Léa. Tout perdre. Cette nuit-là, Antoine regarda la photo de sa fille sur la table de chevet. Léa avait 5 ans. Un large sourire, des yeux identiques aux siens. Elle ne méritait pas un père en prison. Il ne méritait pas cela. Mais ce qu'il méritait n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'était ce qu'il pouvait prouver. Et jusqu'à cet instant, il n'avait rien. C'est là que tout avait commencé à s'effondrer. 4 ans plus tôt, Antoine avait tout ce qu'il avait toujours voulu. L'entreprise prospérait. Bureau dans le centre. 15 employés. Contrat avec de grandes sociétés. Il rentrait à la maison et Chloé était dans la cuisine, Léa rampant dans le salon. « Papa !» La petite tendait les bras. Il la prenait dans ses bras. Chloé souriait. Dîners en famille. Week-end au parc. Projet d'expansion de l'entreprise. Acheter une maison plus grande, une vie simple.
honnête. Antoine y avait toujours tenu, l'intégrité. Quand un client proposa un pot de vin pour accélérer un projet, il refusa. « Ce n'est pas notre façon de travailler, dit-il. » Julien rit. « Tu es trop idéaliste, Anto. » Mais Antoine ne cédait pas. Il voulait que Léa grandisse en voyant un père intègre, un homme qui faisait les choses bien. C'était l'héritage qu'il voulait laisser. Puis, tout s'effondra. L'audit interne fut brutal. 3 millions détournés sur 18 mois, documents signés par Antoine, virements vers des comptes dans des paradis fiscaux, tout à son nom. Antoine fut convoqué à une réunion d'urgence. « C'est une erreur, dit-il. Je n'ai rien fait de tout ça. » Mais les papiers étaient là. L'écriture était parfaite, les signatures identiques. Julien était assis de l'autre côté de la table, silencieux, les yeux baissés. « Julien, tu sais que je n'ai pas fait ça, » insista Antoine. Julien ne répondit pas. Quelques jours plus tard, Julien fit sa déposition, aux enquêteurs, aux avocats, à la police. J'ai tenté de l'avertir, mais Antoine n'écoutait pas. Il disait qu'on avait besoin de cet argent, que l'entreprise était en difficulté. Mensonge. Chaque mot était un mensonge. Mais Julien avait tout préparé. Faux emails, conversations enregistrées hors contexte, des témoins qui jurèrent avoir vu Antoine signer les documents. La détention préventive tomba 3 mois plus tard. Antoine passa 4 jours en prison. Chloé paya la caution en utilisant l'argent qu'ils avaient économisé pour la nouvelle maison. Quand il rentra, elle n'arrivait pas à le regarder dans les yeux. « Les gens parlent, Antoine. Ma famille parle. Léa entend des choses à l'école. » Il essaya de la serrer dans ses bras. Elle s'écarta. « J'ai besoin de temps. » La première audience fut un cauchemar. Antoine s'assit à côté de son avocat, regarda autour de lui. Julien était de l'autre côté, en costume neuf, confiant. La procureure présenta les preuves, documents, dépositions, emails. Tout semblait réel, parfait. Antoine tenta d'expliquer. « J'ai été piégé. Ces signatures ont été falsifiées. » Mais même son propre avocat semblait sceptique. Les jurés le regardaient avec mépris. Criminel, voleur, traître. Chloé quitta l'audience avant la fin. Elle ne l'attendit pas. Cette nuit-là, elle fit ses valises. « Je n'en peux plus, Antoine. Léa ne peut pas grandir comme ça. » Il vit sa fille dans la voiture, en pleurs. Il demanda à lui dire au revoir. Chloé le permit. Léa le serra dans ses bras. « Reviens vite, papa. » Antoine le promit. Mais il ne savait pas s'il pourrait tenir sa promesse. Et Antoine pensait encore que la vérité suffirait. 6 mois plus tard, Antoine perdit l'appartement. Il ne pouvait plus payer les mensualités. La banque saisit l'hypothèque. Il rassembla le peu qu'il avait dans 2 valises et emménagea dans une chambre louée en banlieue, sans fenêtre, sans cuisine, juste un lit, une table et une salle de bain partagée sur le palier. Les murs étaient fins. Il entendait les voisins se disputer, les enfants pleurer, la télévision forte jusqu'à tard. Il essayait d'appeler Chloé. « Je veux juste parler à Léa. » Elle ne répondait pas. Les messages sur son portable restaient sans réponse. Il envoyait des messages vocaux à sa fille. « Salut, mon amour, papa s'ennuie de toi, gros bisous. » Il ne savait pas si Léa les écoutait. Il ne savait pas si Chloé les lui montrait. Après 3 semaines d'insistance, Chloé céda enfin. 1 heure, au parc. Ne sois pas en retard. Antoine arriva 15 minutes en avance. S'assit sur un banc, attendit. Quand il vit Léa descendre de la voiture, son cœur se serra. Elle avait grandi, les cheveux plus longs, des vêtements neufs qu'il ne connaissait pas. Chloé lui tenait la main. « Vas-y, papa attend. » Léa marcha lentement, regarda Antoine comme on regarde un étranger. « Salut Léa, viens là. » Il ouvrit les bras. Elle le serra, mais ce fut un câlin rapide, sans force. « Tu veux faire de la balançoire ?» Elle hocha la tête, mais ne parla pas. Antoine poussa la balançoire. « Plus haut, papa. » Sa voix était différente, plus grave. Elle devenait une grande fille, et il était en train de tout perdre. Il essaya de discuter. « Comment ça va, l'école ?»« Bien. Tu t'es fait de nouveaux amis ?»« Oui ?» Des réponses courtes, distantes. Elle ne demanda pas où il vivait. Elle ne demanda pas quand il reviendrait. «
comme si elle s'était déjà habituée à son absence. Une demi-heure passa. Antoine essaya de la faire rire, raconta une blague idiote. Léa sourit, mais ce fut un sourire poli. Pas son sourire à elle, le sourire qu'il connaissait. Chloé observait de loin, les bras croisés. Regardait sa montre toutes les 5 minutes, 40 minutes. Chloé s'approcha. « Il est l'heure, Léa. »« Mais ça ne fait pas encore 1 heure, » protesta Antoine. « J'ai un engagement. » Sa voix était froide, non négociable. Léa sauta de la balançoire. « Au revoir, papa !» Un autre câlin rapide. Elle courut vers sa mère. Ne regarda pas en arrière. Antoine resta planté là, regarda la voiture s'éloigner, le siège auto de Léa à l'arrière, la petite fille regardant par la fenêtre, mais pas vers lui. Antoine retourna à la balançoire, s'assit, resta là plus d'1 heure, vide, regardant d'autres enfants jouer, d'autres pères pousser des balançoires, des familles entières pique-niquer. Il était invisible. Un fantôme dans le parc même où il emmenait sa fille chaque dimanche. Quand la nuit tomba, il retourna dans sa chambre, monta les escaliers, verrouilla la porte, enleva ses chaussures, s'assit sur le lit, ouvrit le tiroir. Il y avait une bouteille de whisky bon marché à l'intérieur, achetée 3 jours plus tôt, encore scellée. L'ouvrit, prit une gorgée, puis une autre, regarda par la fenêtre. De l'autre côté de la rue, il voyait des appartements éclairés, des familles dînant ensemble, des enfants faisant leurs devoirs, des couples regardant la télévision, des vies normales, des vies qu'il n'avait plus. Il prit son téléphone, fit défiler les anciennes photos. Léa bébé, Léa faisant ses premiers pas, Léa à son 3e anniversaire, le visage couvert de gâteaux, Antoine et Chloé enlacés, sourire. Il verrouilla le téléphone. Il ne supportait plus de regarder. Le téléphone sonna, numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre. « Allô ? Antoine, c'est Maître Laurent, l'avocat. La date du procès final a été fixée, dans 3 semaines, le 27 octobre. » Silence. « Antoine, vous êtes là ? Je suis là. Nous devons revoir votre défense. Demain, 9 heures, à mon bureau. » D'accord. Il raccrocha, regarda la bouteille, le téléphone, la fenêtre. 3 semaines, 21 jours. Et ensuite, peut-être 5 ans de prison, peut-être ne plus jamais voir Léa grandir, ne plus jamais avoir une chance. Cette nuit-là, il pensa que plus personne ne le croirait. Vous êtes-vous déjà senti si seul que même le silence fait mal? Avez-vous déjà été invisible pour les personnes que vous aimez le plus? Si vous savez ce que c'est que de regarder par la fenêtre et de voir la vie des autres continuer alors que la vôtre est à l'arrêt, répondez « oui » dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette douleur. 2 jours après cette conversation avec l'avocat, Antoine se réveilla sans pouvoir se rendormir. 5 heures du matin. Il faisait encore nuit. Il enfila un sweat et sortit, marcha sans but dans les rues vides. Il devait sortir de cette chambre. Il avait besoin de respirer. Il marcha pendant près d'1 heure, passa devant des boulangeries qui ouvraient, des éboueurs qui travaillaient, la ville qui s'éveillait. Il tourna à un coin de rue et s'arrêta. Devant lui se trouvait le foyer Saint-Martin. Il connaissait cet endroit. Des années auparavant, avant que l'entreprise ne décolle, Antoine y faisait du bénévolat tous les samedis. Servir à manger, organiser les dons, parler aux gens. Il avait arrêté quand l'entreprise avait grandi, quand la vie était devenue trop chargée. Il resta immobile sur le trottoir. La porte était ouverte. Il vit du mouvement à l'intérieur. Des gens qui entraient. Il traversa la rue, monta les marches, entra. Madame Agnès était dans la cuisine, la même coordinatrice que toujours. Cheveux blancs, tablier usé. Elle le regarda et sourit. « Antoine, ça fait longtemps. » Sa voix était chaleureuse, sans jugement. « Très longtemps, Madame Agnès. Vous venez aider ?» Il hésita. « Je peux ?»« On peut toujours. » Antoine prit un tablier. Aïda à servir le petit déjeuner. Pain, café au lait, fruits. Les gens passaient dans la file. Certains remerciaient, d'autres ne levaient même pas les yeux. Ils servaient en silence, sans réfléchir, juste en agissant. Après le petit déjeuner, il s'assit à l'une des tables. Un homme âgé s'assit à côté, barbe grise,
Vêtements propres mais vieux. C'est la première fois ici, demanda l'homme. Non, je venais avant. Il y a longtemps. Je vois. L'homme prit une gorgée de café. J'avais une vie, moi aussi, avant. J'ai travaillé 30 ans dans la même boîte. On m'a viré pour un truc que je n'avais pas fait. Un témoin a menti. Procès au prud'homme. J'ai perdu. J'ai tout perdu. Antoine le regarda. Comment avez-vous géré ça? L'homme haussa les épaules. Au début, j'étais en colère, puis j'ai accepté. Non pas que ce soit juste, mais la colère ne faisait du mal qu'à moi. Alors j'ai lâché prise. Et maintenant? Maintenant, je vis un jour à la fois. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est ce que j'ai. Antoine resta silencieux. Pensa à Léa, à Chloé, au procès, à la colère qu'il portait contre Julien, la colère qui le consumait toutes les nuits. Il regarda autour de lui. Il voyait des gens rire, discuter, vivre, malgré tout ce qu'ils avaient perdu. Il quitta le foyer 1 heure plus tard, s'arrêta sur le trottoir, respira profondément. Le soleil se levait, l'air était frais. Il ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas de l'espoir. Pas encore, mais c'était de la volonté de se battre. Vraiment, il ne savait pas si ça marcherait, mais pour la première fois, il voulait essayer. Antoine retourna dans sa chambre ce matin-là avec quelque chose de neuf dans la poitrine. Il ouvrit le dossier du procès, étala les documents sur la table. Il avait 3 semaines, 21 jours. S'il devait perdre, ce serait en se battant. Il recommença à zéro, révisa chaque page, chaque signature, chaque virement bancaire. Prit une loupe, compara les signatures des documents frauduleux avec les siennes. Il y avait des différences, minimes, mais elles étaient là. La courbe du A, l'inclinaison du D. Ce n'étaient pas ses signatures, c'étaient de bonnes imitations. Mais elles n'étaient pas parfaites. Il passa la nuit à prendre des photos, à les agrandir, à marquer les différences au stylo rouge. Il monta un dossier, page par page, preuve par preuve. Le soleil se leva. Il ne s'en rendit même pas compte. Il continua à travailler. Il appela d'anciens employés de l'entreprise, des gens qui avaient été licenciés après la prétendue fraude. « Allô, c'est Antoine. Je sais que vous n'avez aucune raison de m'aider, mais j'ai besoin de la vérité. » Certains lui raccrochèrent au nez, d'autres écoutèrent. 3 acceptèrent de témoigner. « J'ai toujours su que c'était Julien, » dit une ancienne comptable. « Il me demandait de signer des documents sans me laisser les lire. Quand j'ai refusé, j'ai été licencié la semaine suivante. » Antoine nota tout, nom, date, détail. Il apporta le tout à maître Laurent. L'avocat regarda, feuilleta. « C'est bien, Antoine. Ça ne garantit rien, mais c'est bien. On peut l'utiliser. » Pour la première fois, il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir dans sa voix. Antoine changea sa routine. Réveil à 5 heures, course à pied, retour, douche, vêtements propres. Il arrêta de boire, jeta la bouteille, mangea correctement. Dormit mieux, ou du moins, il essayait, car les doutes revenaient la nuit, les cauchemars étaient toujours les mêmes. Lui, au tribunal, la juge lisant le verdict, coupable. Léa au fond de la salle, en pleurs. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, regardait le plafond, respirait profondément. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Mais il n'en était pas sûr. Il essaya de rappeler Léa. Chloé ne répondit pas, envoya des messages. Je veux juste entendre sa voix. Pas de réponse. Il ravala sa frustration, continua, il le devait. 10 jours avant le procès, Antoine déjeunait dans un petit restaurant. Il regarda vers la porte, se figea. Julien. Il entrait avec 3 hommes en costume, riant, confiant. Antoine sentit la colère monter, chaude, brûlante. Julien s'assit à une table au fond, ne le vit pas, ou fit semblant de ne pas le voir. Antoine serra sa fourchette, pensa à se lever, y aller, crier, l'exposer devant tout le monde. Ses muscles se tendirent. Il respira. 1 fois, 2, 3, lâcha la fourchette, paya l'addition, sortit. Dans la voiture, ses mains tremblaient. Il frappa le volant. 1 fois, fort. Fils de... La voix sortit étranglée. Appuya sa tête contre le volant, pleura.
de rage, d'impuissance, pleura pour tout ce qu'il avait perdu, pour tout ce que Julien lui avait pris. Il appela Maître Laurent. « J'ai vu Julien, et j'ai failli aller le voir. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. Bien. Gardez votre calme, Antoine. On y est presque. Ne gâchez pas tout maintenant. » Antoine raccrocha, regarda son propre reflet dans le rétroviseur. Yeux rouges, barbe de plusieurs jours, fatigué. « Tu peux tenir, se dit-il, juste encore un peu. » Les jours suivants furent les plus longs. Il revoyait la défense avec Maître Laurent, répétait sa déposition. « Soyez direct, pas d'émotion excessive, juste la vérité. » Antoine s'entraînait devant le miroir. « Je n'ai pas commis de fraude. J'ai été trahi par quelqu'un en qui j'avais confiance. » La voix sortait ferme, mais à l'intérieur il tremblait. Il appela le foyer. Madame Agnès répondit. « Je peux passer demain ?»« Toujours, Antoine, toujours. » Il y passa la matinée, servant à manger, discutant. Cela l'apaisait, lui rappelait qu'il existait quelque chose de plus grand que sa propre souffrance. 3 jours avant le procès, il reçut un message de Chloé. « Léa a demandé après toi. » Le cœur serré. Il tapa rapidement. « Je peux lui parler ?» Les minutes passèrent. Le téléphone sonna. Appel vidéo. Léa apparut à l'écran. « Salut, papa. » Sa voix. Cette voix. « Salut, mon amour. Comment tu vas ?»« Bien. Mamie m'a emmené au cinéma. » Ils parlèrent 10 minutes. De bêtises, de dessins animés, de l'école. Mais pour Antoine, c'était tout. « Je t'aime, Léa. »« Moi aussi, papa. » Quand il raccrocha, il resta assis dans le noir, fixant l'écran. Cet enfant dépendait de lui, dépendait du fait qu'il n'abandonne pas. Peu importait la peur, peu importait le doute, il devait essayer. La nuit avant le procès, Antoine ne dormit pas. Il resta éveillé, révisant tout, mentalement, les preuves, la déposition, les témoins. Tout dépendait de la juge, Hélène Mercier, implacable, stricte, juste. Il ne le savait pas, personne ne le savait. Il l'espérait, c'est tout. Et s'il n'était pas à la hauteur, et s'il échouait encore, les questions le martelaient. Mais alors, le jour se leva, 27 octobre. Le jour du jugement était arrivé. Antoine entra au tribunal à 8 heures du matin, costume emprunté, cravate serrée, mains moites. Maître Laurent était à ses côtés. « Respirez, vous êtes prêt ?» Antoine hocha la tête. Mais il ne se sentait pas prêt. Il s'assit. La salle se remplit. Julien entra, regarda Antoine, sourit, confiant, comme toujours. 9 heures. La cour. Tout le monde se leva. La juge entra. Antoine leva les yeux, et le monde s'arrêta. C'était elle. La femme de la station de métro, la femme qui l'avait sauvé, la juge Hélène Mercier, cheveux attachés, robe noire, expression sérieuse. Elle se dirigea vers son siège, s'assit. Elle balaya la salle du regard. Ses yeux croisèrent ceux d'Antoine. Il y eut une reconnaissance. Instantanée. Elle sia, mais ne dit rien. Se contenta d'arranger ses papiers. L'audience est ouverte. Sa voix était ferme, professionnelle, sans émotion. Antoine respira profondément. Elle n'en parlerait pas. Elle était trop professionnelle pour ça. Mais elle se souvenait, il le voyait dans ses yeux. L'accusation présenta son dossier, les charges, les documents. Antoine entendit tout à nouveau. Chaque mot était un coup de poignard, mais il garda contenance. Quand vint son tour, il se leva. « Monsieur Antoine Dubois, présentez votre défense. » Il s'avança au centre, regarda la juge Mercier. « Comment ça? Je n'ai pas commis de fraude. J'ai été trahi par quelqu'un en qui j'ai eu confiance pendant 10 ans. » La voix sortit ferme, sans trembler. Il expliqua les incohérences dans les signatures, les documents falsifiés, les virements faits à son insu, montra les photos agrandies, les différences marquées en rouge. Ce ne sont pas mes signatures, elles ont été contrefaites. Maître Laurent appela les témoins, l'ancienne comptable, 2 anciens employés. Ils déposèrent, parlèrent de Julien, des documents qu'il leur demandait de signer sans les lire, des licenciements soudains, de la pression. Des murmures parcoururent la salle. Julien se leva, tenta de réfuter. « Ils mentent, ils ont été licenciés pour incompétence. » Mais sa voix flancha.
Les contradictions apparurent. Des dates qui ne collaient pas, des explications qui n'avaient aucun sens. La procureure commença à vaciller, demanda une suspension, vérifia à nouveau les documents. La juge Mercier observait tout, en silence, prenant des notes, les yeux attentifs. Elle l'interrompit. « Monsieur Bernard, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez signé en tant que témoin sur 3 documents le même jour, mais à des heures où, selon les registres de sécurité de l'entreprise, vous n'étiez pas au bureau ?» Julien bafouilla, tenta de répondre, n'y parvint pas. L'audience dura 6 heures. Déposition, contre-interrogatoire, analyse. Quand elle se termina, la juge Mercier se leva. « Je me retire pour délibérer. Verdict dans 1 heure. » Elle sortit. La salle se vida partiellement. Antoine resta assis, incapable de bouger. Maître Laurent posa une main sur son épaule. « Vous avez fait le mieux possible. » 1h15, une éternité. Antoine regardait l'horloge. Chaque minute était un siècle. Il pensa à Léa, à Chloé, à tout ce qu'il pouvait perdre ou récupérer. La cour. La juge Mercier revint, visage impénétrable. S'assit, regarda ses papiers, puis Antoine. Après analyse méticuleuse des preuves présentées et considérant les incohérences dans les documents de l'accusation, ainsi que les dépositions indiquant une manipulation procédurale, elle marqua une pause. Antoine retint son souffle. « Je déclare l'accusé Antoine Dubois innocent faute de preuves suffisantes et d'évidences concrètes de participation dolosive. L'affaire est classée. » Le silence fut assourdissant. Puis des chuchotements. Antoine relâcha l'air. Ses jambes flageolèrent. Maître Laurent le retint. « Vous avez réussi !» Mais Antoine ne ressentait pas d'euphorie. Il ressentait du soulagement, profond, épuisant. En sortant, il vit la juge Mercier dans le couloir. Seul, rangeant ses dossiers dans sa mallette, il s'approcha. « Madame la juge !» Elle leva les yeux. « Monsieur Dubois, je voulais vous remercier pour la justice. » Elle sourit, discrètement. « Il n'y a pas de quoi remercier. Justice a été rendue, comme il se doit. » Une pause. « Mais merci à vous, pour ce que vous avez fait ce jour-là. » Antoine secoua la tête. « Il ne fallait pas... » »« Si, il le fallait. Peu de gens auraient fait ce que vous avez fait. » Elle lui tendit la main. Il la serra. « Bonne chance, monsieur Dubois. »« Merci, pour tout. » Elle continua dans le couloir. Antoine resta immobile, la regardant s'éloigner. Et pour la première fois depuis 2 ans, il sentit qu'il pouvait respirer à nouveau. 3 mois plus tard, Antoine était dans le même parc, sur la même balançoire où tout avait fait si mal. Mais cette fois, c'était différent. Léa était assise sur la balançoire. Elle riait. « Plus haut, papa, plus haut !» Il la poussait. Elle criait de joie. Ce son emplit sa poitrine d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Chloé était assise sur le banc, observant. Ils ne s'étaient pas remis ensemble. Ils ne le feraient probablement jamais. Mais il y avait du respect maintenant, du dialogue. Elle avait vu ce qu'il avait traversé, vu la force qu'il avait eue, et cela avait changé quelque chose. « Tu peux venir la chercher vendredi », avait-elle dit la semaine précédente, « et elle peut dormir dans ton appartement. » Antoine l'avait remercié. Sans mots, juste d'un hochement de tête, il avait trouvé un emploi. Ce n'était pas grandiose. Consultant dans une petite entreprise, salaire modeste, mais c'était honnête, c'était à lui. Le nouvel appartement était simple, un 2 pièces. Mais la lumière entrait par la fenêtre. Il y avait une photo encadrée de Léa sur l'étagère. Il y avait une plante qui l'arrosait chaque matin. De petites choses. Mais elles étaient à lui. Les week-ends, il préparait le petit déjeuner pour Léa. Des crêpes, du jus d'orange. Elle s'asseyait à table, dessinait en mangeant. « Regarde, papa, je nous ai dessinés au parc. » Il regardait. 2 bonshommes en bâton. Un grand, un petit, tous 2 souriants. « C'est magnifique, mon amour. » Il accrochait le dessin sur le frigo, à côté des autres. Au travail, Antoine traitait tout le monde avec une gentillesse qu'il n'avait pas auparavant. Patient, attentif. Un collègue lui fit la remarque un jour. « Tu es différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. » Antoine se contenta de sourire. « La vie enseigne. » Le collègue ne comprit pas.
Mais ce n'était pas nécessaire. De temps en temps, Antoine retournait au foyer Saint-Martin, aidait Madame Agnès, servait à manger, discutait avec les gens, pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait, parce que là-bas, il se souvenait d'où il venait, et où il ne voulait plus jamais retourner. Un jour, en sortant du travail, Antoine passa devant le tribunal, s'arrêta, regarda le bâtiment, pensa à tout ce qui s'y était passé. La colère était partie, la peur aussi. Seule restait la gratitude pour la justice, pour la seconde chance, pour la vie qu'il avait encore devant lui. Il continua à marcher, les mains dans les poches, la tête haute, le soleil se couchant derrière les immeubles. Et pour la première fois depuis longtemps, Antoine se sentit en paix. Il n'avait pas vaincu le monde, mais il avait vaincu ce qu'il y avait en lui. Antoine apprit quelque chose qui n'était écrit dans aucun document, quelque chose qu'aucun avocat n'aurait pu lui expliquer. La bonté n'est pas une monnaie d'échange. On ne fait pas le bien en attendant une récompense. On le fait parce que c'est la bonne chose à faire, parce que cela définit qui nous sommes quand personne ne regarde. Cet après-midi pluvieux, il n'a pas sauvé une juge, il a sauvé une personne. Il ne savait pas qui elle était. Il ne chercha pas à le savoir. Il a juste agi. Et c'est cette pureté dans le geste qui a fini par tout changer. Non pas parce qu'elle l'a favorisé, elle ne l'a pas fait. La juge Mercier a été impartiale jusqu'au bout, a analysé les preuves, a rendu justice. Mais Antoine se demandait parfois, et si elle n'avait pas vu en lui l'homme qu'il était, l'homme qui avait sauvé une vie sans rien demander en retour? La réponse vint lentement, au fil des mois, dans les petites choses. Il était cet homme, même dans la boue, même dans la douleur, même quand tout conspirait contre lui, Antoine n'avait pas perdu son essence. Et c'est ce qui l'a sauvé. Pas la chance, pas le destin, mais le choix de rester intègre quand il aurait été plus facile de s'effondrer. Il regardait Léa maintenant et comprenait. Peu importait ce que le monde lui prenait. Ce qui importait, c'était ce qu'il choisissait de donner. Sa fille grandirait en voyant un père qui était tombé. Mais elle verrait aussi un père qui s'était relevé, qui s'était battu, qui n'était pas devenu amer, qui avait continué à être bon même après tout. Les racines les plus fortes poussent dans la terre la plus difficile. Et Antoine avait grandi. Il n'était plus l'homme qui était entré dans ce tribunal 2 ans plus tôt. Il était plus fort, plus humain, plus complet. Il avait tout perdu, et il s'était retrouvé lui-même. Et à la fin, c'était ça qui comptait. Pas de vaincre le monde, mais de vaincre l'obscurité en soi, et de continuer à être une lumière. Si cette histoire vous a ému d'une manière ou d'une autre, votre like me montre que je suis sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous et je tiens à répondre avec affection à ceux qui prennent un moment pour commenter. Et si vous croyez au pouvoir d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne ne fait que commencer, et chaque nouvel abonnement me donne l'énergie et la certitude de continuer cette aventure. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous la regardiez ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.